La vie, elle peut pas s'arrêter comme ça, c'est pas possible. Le pronostic vital est engagé, on se rend compte qu'elle est dans un état extrêmement grave, elle est intubée de partout, elle est toute poussiéreuse, on nous dit qu'elle est végétative, qu'elle pourra pas se réveiller. On leur a dit, faites au mieux. Et donc là, pour le coup, la mort ressemblait à l'image qu'on se fait de la mort. Bonjour, je suis Florence, je suis la maman d'Alice, qui a été victime d'un accident de cheval en 2018, dont elle est décédée. Avec son papa et ses frères et sœurs, nous avons décidé de faire don de ses organes, qui ont permis de sauver 6 vies. Je vous raconte tout sur Légende. Alors comment était Alice? C'était quel genre de fille? Alice était une jeune fille pétillante, très joyeuse, pleine de vie. Elle avait choisi de travailler dans le domaine des chevaux. Elle voulait travailler dans l'élevage. Et donc, elle était entrée en CAP afin de devenir d'abord palefrenier. Et puis, elle voulait poursuivre avec un bac professionnel. C'était une jeune fille très sportive, avec une hygiène de vie assez incroyable. Alice n'aimait pas le sucre, donc elle mangeait assez sainement et elle faisait beaucoup de sport. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette journée en 2018? Eh bien, ce jour-là, Alice ramenait un jeune cheval du pré à l'écurie. Et malheureusement, elle a été donc victime de cet accident. Elle a reçu un coup de pied dans la tempe de la part de ce cheval. On ne sait pas bien comment. Il semblerait que le cheval soit tombé, qu'il ait trébuché et qu'Alice était en bout de longe. Et quand le cheval s'est relevé, malheureusement, Alice a reçu ce coup de pied de cheval. Elle a été plongée dans un coma d'emblée. Et puis les secours ont été évidemment appelés par les propriétaires du haras dans lequel elle travaillait. Et quand est-ce que tu as été prévenue? J'ai été prévenue environ une demi-heure après l'accident. J'ai été prévenue par la personne qui était chargée de ramener Alice à la maison, qui m'a informé qu'il y avait les pompiers, qu'Alice avait reçu un coup de pied de cheval. Sur le coup, je ne me suis pas trop affolée parce que finalement, recevoir un coup de pied quand on travaille dans un haras, c'est comme se faire mordre. Ce sont des accidents qui arrivent. Assez vite, j'ai été rappelée par un pompier qui m'a interrogée beaucoup sur le poids, la taille d'Alice. Et puis moi, je répondais assez machinalement. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit « mais je comprends pas, en fait, Alice, elle sait tout ça ». Et là, j'ai appris qu'Alice était inconsciente, que son pronostic vital était engagé et qu'elle allait être transportée dans les minutes qui suivaient à l'hôpital Necker. Tu te rends tout de suite à l'hôpital? Non, en fait, on ne se rend pas tout de suite à l'hôpital avec mon mari. On nous demande d'abord d'attendre que le médecin du SAMU nous informe de l'état de santé, nous donne des nouvelles de l'état de santé d'Alice. Ensuite, donc, il nous appelle environ 1 heure après l'accident. Donc, on attend tous les deux à la maison. 1 heure après l'accident, on a cet appel du médecin du SAMU qui nous rappelle que le pronostic vital est engagé, que plusieurs plaies ont pu être suturées, mais qu'elle souffre manifestement d'une fracture assez grave à la tempe. Et donc, ce médecin nous donne rendez-vous à l'hôpital Necker quand on a confirmation que c'est bien là qu'elle va être transportée. Et donc, à ce moment-là, on part à l'hôpital. En fin de journée, l'accident est survenu vers 17h et on part à l'hôpital vers 18h, 18h30. Et à ce moment-là, quand tu arrives, à ces débuts, c'est quoi ces chances de survie? En fait, on ne nous parle pas de chances de survie à ce moment-là. On nous parle de temps. On nous dit que le pronostic vital est engagé. On nous le répète plusieurs fois. Ensuite, Alice est arrivée. Elle a subi beaucoup d'examens. Après quoi, on a été reçu par le neurochirurgien qui ne nous parle pas de chances de survie, qui nous dit il faut se donner du temps. On va l'opérer pour soulager son cerveau de la pression intracrânienne. Moi, je demande quand même à ce moment-là si elle risque de mourir et on me dit que c'est pas exclu. Mais on ne me dit pas il y a 20%, 10%, 30% de chances de survie. On nous dit on se donne 48 heures avant de vous en dire davantage. Comment tu réagis? Comment tu vis ce moment? Je crois qu'à ce moment-là, en fait, on s'accroche à l'espoir qu'elle va survivre. On s'accroche à l'espoir que cette opération va permettre à son cerveau de décompresser et donc que les dommages seront les moins importants possibles. À ce moment-là, on s'accroche à la vie va continuer en fait. Et quand on part opérer Alice, finalement, nous, on ne peut la voir ce soir-là que quelques minutes entre le moment où on voit le neurochirurgien et le moment où elle part pour se faire opérer. On a 2 minutes pour la voir. On se rend compte qu'elle est dans un état extrêmement grave. Elle est intubée de partout. Elle est toute poussiéreuse. Enfin, voilà. Et moi, à ce moment-là, j'ai quand même la sensation que j'entendrai plus jamais le son de sa voix. C'est quelque chose que je ressens très, très fort. Je le dis à l'infirmier qui est auprès d'elle, qui me dit « Non, mais vous inquiétez pas. On va aller l'opérer. Et voilà, il faut laisser l'opération se faire. Et puis, on verra après l'opération. »
Et au moment où on regagne la salle d'attente avec mon mari, j'ai quand même un peu dans l'idée que ça pourrait très mal se terminer, cette histoire. Et c'est finalement à ce moment-là, quand on n'est que tous les deux, que je dis à mon mari, mais si jamais, en fait, elle ne se remet pas de cette opération et qu'on nous annonce la mort encéphalique, qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit, je sais pas, il me dit, t'imagines quoi? À quoi tu penses? Et je lui dis, on n'a jamais parlé du don d'organes, il faut peut-être qu'on en parle. C'est peut-être le moment pour nous d'en parler. En fait, on ne s'est jamais posé cette question avant. Et il me dit, qu'est-ce que tu imagines? Je lui dis, on ne peut pas laisser ce cœur s'arrêter. En fait, elle a 16 ans, elle est en pleine santé, elle n'a jamais bu, elle n'a jamais fumé, elle a une hygiène de vie incroyable. On ne peut pas laisser ce cœur mourir comme ça. Il est beaucoup plus facile pour mon mari et moi à ce moment-là d'envisager que la vie va se poursuivre d'une manière ou d'une autre, plutôt que d'envisager la mort d'Alice. Et c'est ce qui fait que finalement, on se dit, voilà, on donnera au moins son cœur. Et la question du don d'organes, elle est tranchée là, en 2 minutes, tous les deux, alors qu'on est abattus par ce qui vient de se produire, en fait, par cet accident qui s'est produit quelques heures auparavant, et alors qu'on n'a pas trop d'informations sur l'état de santé d'Alice, la seule chose qu'on sait, c'est que son pronostic vital est engagé. Mais on ne sait pas engagé pour combien de temps, en fait. Et donc, voilà, on tranche cette question à ce moment-là, et puis on n'en reparle plus. Pourquoi vous en aviez jamais parlé du don d'organes? Je crois qu'en fait, dans les foyers, on ne parle pas trop de cette question. En fait, on ne se pose pas cette question. Quand tout va bien, finalement, on ne se pose ni la question de sa propre mort, ni la question de la mort de ses proches. On ne se pose pas plus la question de ce qu'on voudrait pour nos obsèques. En fait, on n'en parle pas. Il arrive que dans les familles, on en parle avec les personnes qui vieillissent, et puis qui, elles, se projettent et se disent « voilà, moi, je vais faire un contrat obsèque parce que comme ça, tu auras à t'occuper de rien quand je serai plus là. » Ce sont nos parents qui nous en parlent. Mais finalement, nous, on n'en avait parlé qu'une seule fois du don d'organes, quelques mois auparavant, avec les enfants, à table, avec Alice, qui avait 15 ans à ce moment-là, et sa petite sœur, Camille, qui n'avait pas encore 10 ans, qui un jour était arrivée en nous disant « Oh là là, c'est horrible, on tue des gens pour leur prendre leurs organes. » Et donc, on avait évidemment complètement... on avait rectifié le truc en lui disant « Pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens qui donnent leurs organes sont des gens qui sont déjà décédés, et donc on peut plus rien pour eux. Et puis rends-toi compte, c'est super, le don d'organes, ça sauve des vies. » Et Alice avait pris part à cette conversation en trouvant qu'effectivement, c'était plutôt chouette. Mais comme les enfants, à ce moment-là, ne nous ont pas demandé « Mais alors vous, du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre ?» On n'a pas répondu à la question qui ne se posait pas. Voilà, on a changé de sujet en considérant que pour un dimanche midi, on pouvait peut-être parler de trucs un peu plus gais. Et je crois qu'à ce moment-là, on n'avait pas conscience du tout que parler du don d'organes, c'est d'abord parler de la vie avant de parler de la mort, finalement. C'est quand on s'est retrouvé confronté quelques mois plus tard à cette situation que finalement, on s'est dit, là, la vie, elle peut pas s'arrêter comme ça, c'est pas possible. Et donc, si la vie d'Alice doit s'arrêter, il faut que celle d'autres se poursuive, d'une manière ou d'une autre. Mais il faut que ça continue. Quand est-ce qu'ils t'annoncent qu'Alice est en mort encéphalique? En fait, au départ, on nous annonce 4 jours après l'accident qu'Alice ne se réveillera pas. On nous dit qu'elle est végétative, qu'elle ne pourra pas se réveiller. Et à ce moment-là, donc, on est reçu par le médecin chef réanimateur de ce service. Et à ce moment-là, nous, on lui dit qu'on veut faire don des organes. Et c'est là qu'on nous explique que c'est super, sauf que pour faire don des organes, il faut que la mort naturelle survienne. Et la mort naturelle, pour ce qui concerne Alice, étant donné qu'elle a été victime d'un traumatisme crânien massif, c'est la mort encéphalique. Et que pour le moment, elle n'est pas en état de mort encéphalique. Mais il nous dit, en tout cas, c'est important de nous le dire, parce que dès qu'on va observer les premiers signes de mort encéphalique, si toutefois ça arrive, on prendra les mesures qui permettront de donner lieu au don d'organes. Donc elle ne se réveille pas, mais elle n'est pas décédée? Elle est végétative. Les signes de mort encéphalique, en réalité, sont observés le lendemain matin. Quand on arrive, nous, à l'hôpital le lendemain matin, on nous dit que ces premiers signes de mort encéphalique ont été observés et que donc il va y avoir des examens pour prouver la mort encéphalique. Donc c'est un processus médico-légal qui prend du temps, qui nécessite plusieurs électroencéphalogrammes, un test d'apnée pendant lequel on va débrancher le respirateur artificiel et puis on va observer si le patient reprend sa respiration spontanée. Et dès lors qu'il ne reprend pas de respiration spontanée, c'est donc la preuve que le tronc cérébral a bien complètement décroché. Et puis, il y a différents examens. Comme ça prend du temps. La mort encéphalique d'Alice est démontrée. Et donc, on nous remet un certificat de décès le lendemain. Si bien que finalement, on peut procéder au don des organes d'Alice. Il y a le certificat de décès, mais le cœur continue de battre. Alors effectivement, quand le patient est en mort encéphalique, étant donné que la réanimation est poursuivie, le patient est ventilé, donc il reçoit de l'oxygène, et donc son cœur continue à battre, et tous ses organes continuent à être irrigués, normalement, comme s'il était vivant, sauf qu'il ne l'est pas. Ça s'appelle d'ailleurs la mort à cœur battant. Et donc à ce moment-là, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on est face à quelqu'un qui est décédé, mais la mort ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait de la mort.
Le corps est chaud, la peau est colorée, le cœur bat, et puis on voit la poitrine du patient qui se soulève puisqu'il respire artificiellement, mais il respire. Est-ce que tu te souviens de la dernière chose que tu as dit à Alice? Le matin où elle est partie travailler, c'était un jeudi matin, et je lui ai souhaité une bonne journée, et je lui ai dit à ce soir. Pardon. Pas de souci. Là, le médecin vous donne un choix? Vous donne le choix de ce don d'organes? En fait, non. C'est-à-dire que comme on a parlé, nous, du don d'organes la veille, avec le neurochirurgien et avec le médecin réanimateur, quand on arrive le lendemain et qu'on nous parle des signes de mort encéphalique qui sont observés, dans le même temps, on nous dit, comme vous avez parlé hier du don d'organes, on a prévenu la coordination des dons d'organes. Et donc, vous allez rencontrer dans la journée l'infirmier coordinateur qui va vous expliquer comment se passe le don d'organes, etc. Et donc, effectivement, on voit bien qu'il y a plein de monde qui s'affaire dans un petit bureau à côté, qu'on procède à des tas d'examens, pas du tout invasifs, mais à des examens sur Alice. On fait des échographies, on va voir un peu comment se comportent les organes, dans quel état ils sont. On les pèse, on les mesure pour rentrer toutes ces données-là, finalement, dans une base de données qui s'appelle la base de données Cristal. Et ce sont tous ces examens qui vont permettre d'identifier les receveurs compatibles avec les organes qui sont proposés par le donneur qui, lui, est décédé. Et effectivement, dans la journée, on est reçu par l'infirmier coordinateur qui nous explique d'abord que le don d'organes, il répond à 3 principes qui sont la gratuité, le consentement présumé et l'anonymat. Donc le consentement présumé, du coup, puisque nous sommes demandeurs, on considère qu'il est acquis. La gratuité, ça tombe sous le sens, évidemment, il n'y a pas de marchandage des organes. Et puis l'anonymat, parce que il protège à la fois le donneur, mais également le receveur. Donc ça veut dire que finalement, nous ne saurons jamais qui sont les personnes qui vont recevoir les organes de notre enfant. Et on n'aura jamais aucun moyen de le savoir. On aura moyen de savoir comment vont ces gens, en passant par l'agence de la biomédecine, qui peut nous donner des nouvelles, qui peut nous dire, voilà, ils sont en pleine santé ou pas. Mais en tout cas, on peut avoir des nouvelles de leur santé, mais on ne peut pas savoir qui ils sont. Et ça, c'est plutôt rassurant, finalement, pour nous, à ce moment-là. Comment se passe le prélèvement? Combien d'organes sont prélevés déjà sur Alice? Alors, sur Alice, 6 organes ont été prélevés. Nous n'avons émis aucune restriction. C'est-à-dire qu'on peut, au moment où on donne son accord pour le don d'organes, on peut émettre des restrictions, on peut ne pas en émettre. C'est vraiment, chacun fait en fonction de ce qu'il est possible pour lui de faire. Nous, on n'avait pas émis de restrictions, en fait, parce que on trouvait dommage d'obérer des chances de survie. Donc, on leur a dit, faites au mieux. Voilà, sachant qu'Alice était mineure et que sur les mineurs, on ne prélève pas les tissus. Les tissus, c'est les cornées, la peau, les vaisseaux sanguins, des muscles, etc. Et donc, en fait, on a su que 6 organes avaient été prélevés après le prélèvement d'organes. C'est à ce moment-là qu'on nous l'a dit. Mais au moment où elle partait pour son prélèvement, on ne voulait pas savoir. Comment se passe le prélèvement? En réalité, donc, il y a cette base de données Cristal qui met en relation les organes proposés du donneur avec les receveurs potentiels en fonction, ils vont identifier quels sont les receveurs les plus compatibles avec les organes qui sont proposés. À la suite de ça, les équipes chirurgicales qui sont en charge de la santé des receveurs sont contactées. On leur propose l'organe. Elles ont 20 minutes pour donner leur accord. Et une fois qu'elles ont donné leur accord, ce sont ces équipes-là qui viennent dans l'hôpital où repose le donneur pour effectuer le prélèvement. Ce qui veut dire que dans le cas d'Alice, 6 équipes chirurgicales se sont déplacées de n'importe où en France pour venir prélever sur Alice l'organe avec lequel elles repartent pour ensuite procéder à la transplantation sur le receveur. Est-ce que tu avais peur de ne pas récupérer Alice en bon état? Non, j'ai jamais eu peur de ça parce que ça fait partie de ce qu'on nous dit dans la réunion que nous avons eue avec la coordination des dons d'organes. On nous explique bien que, bien entendu, que l'on va récupérer le corps de notre défunt, qui va disparaître de notre vue finalement pendant les quelques heures d'opération. Il s'agit d'une opération qui se déroule dans les règles de l'art, comme si on opérait un vivant,
sous anesthésie générale, et puis avec tous les égards, évidemment, donnés à cette personne qui fait don de ses organes. On en prend vraiment grand soin. Et donc, au cours de cette réunion, on nous a dit, ne vous inquiétez pas, on va vous la rendre, vous allez récupérer Alice, et rien ne se verra. Et effectivement, quand on a retrouvé Alice très tard dans la soirée ce jour-là, après 6 heures d'opération, rien ne se voyait, si ce n'est que, évidemment, à ce moment-là, son corps était décédé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de réanimation. Et donc là, pour le coup, la mort ressemblait à l'image qu'on se fait de la mort. Et à ce moment-là, l'état d'esprit a changé? Vous avez vraiment vu que c'était fini? Ou c'est resté... Non, à ce moment-là, il n'y a plus aucun doute. C'est-à-dire que on récupère quelqu'un... avant le prélèvement, on a laissé Alice partir en ayant le sentiment qu'elle dormait. Après le prélèvement, on a récupéré Alice débarrassée de toutes les machines qui lui permettaient de respirer, de tous les cathéters qu'il y avait, de tout ce qu'il y avait d'apparent et de médical. Elle était habillée avec les vêtements qu'on avait apportés. Et puis, la peau était diaphane, forcément, puisque du coup, il n'y avait plus de circulation sanguine. Donc là, il n'y a plus de doute. En tout ce temps, toutes ces décisions, tu les fais avec ton mari? Avec les enfants. Et avec les enfants. Comment vous surpassez ensemble, en famille, ce moment? Au moment où l'accident survient, donc dans cette fratrie, il y a 4 enfants. Il y a Thomas, Nicolas, qui sont majeurs au moment où Alice a son accident. Et puis il y a Camille, qui elle n'a que 10 ans à ce moment-là. Et on décide très très vite avec mon mari que dès lors qu'on va informer Thomas et Nicolas de l'accident, on va en informer Camille aussi. Le lendemain de l'accident, on prévient tout le monde. Camille quand elle rentre de l'école, et puis Thomas et Nicolas qui ne vivent plus avec nous, mais on les appelle tous les deux et on les informe. Nicolas, lui, vient à Paris. Il nous rejoint. Thomas, pour lui, c'est plus compliqué. Il travaille et il est assez loin, donc c'est compliqué pour lui de venir. Mais en tout cas, au moment où on parle du don d'organes, on en parle avec les 3 enfants, y compris avec Camille. Et c'est une famille dans laquelle on a toujours considéré qu'on était beaucoup plus forts ensemble. Donc on décide d'affronter cette situation tous les 5, tous les 6 en fait, puisque Alice est toujours là avec nous, même si elle est inconsciente. En tout cas, elle est avec nous. Et donc, on décide qu'on va faire front et qu'à 6, on sera plus fort. Et puis, quand finalement Alice décède, on informe évidemment d'abord les 3 enfants du décès de leur petite sœur. Nicolas et Camille sont avec nous et décident de venir à l'hôpital la voir. Donc, ils voient leur sœur en mort encéphalique, en réanimation artificielle. Pour Thomas, c'est plus compliqué, il n'est pas là, mais en tout cas, on l'informe et ils sont les premiers informés. Et de toute façon, dans notre famille, ça a toujours fonctionné comme ça, en fait. On s'est toujours tout dit, donc on se dit tout. Et on affronte la situation tous ensemble. Comment vont tes enfants et ton mari aujourd'hui? Je crois que tout le monde va bien, en fait. Le don d'organes a donné du sens à quelque chose qui n'en avait pas. Perdre la vie aussi stupidement à 16 ans, il n'y a pas de sens à un truc pareil. Et je crois que le don d'organes, finalement, est venu peut-être pas réparer chez chacun d'entre nous cette perte immense, mais en tout cas est venu donner du sens à ce qu'il ne pouvait en avoir. Et tout le monde va bien. Les 2 grands garçons ont chacun leur vie, leur métier, et voilà. Et puis Camille est en première. Elle est parfaitement sereine et elle est très en paix avec cette histoire, mais notamment parce qu'on lui a tout dit et notamment parce qu'on n'a pas considéré qu'elle était trop petite pour comprendre. Et je crois que le fait qu'elle ait été partie prenante dans toutes les décisions, qu'elle ait été au courant de tout, qu'elle ait pu voir sa sœur, qu'elle ait pu poser des questions au médecin, qu'elle ait pu aussi revoir la coordination des dons d'organes 1 mois après le décès de sa sœur, ça lui a permis justement de comprendre qu'il y avait des ressources et qu'il y aurait toujours quelqu'un pour répondre à ces questions. Et puis que les questions qu'on se pose quand on a 10 ans ne sont pas celles qu'on se pose quand on en a 16, et puis ne sont pas celles qu'elle se posera quand elle sera parfaitement adulte. Et que donc, en fait, il n'y aura jamais de tabou dans notre famille autour de ce sujet. Voilà, tout le monde a été partie prenante. La décision, elle n'a pas été imposée, elle a été prise collégialement. C'est-à-dire qu'on a fait part de notre choix aux enfants. En disant, nous, on aimerait faire un don d'organes. Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Et les 2 grands, tout de suite, nous ont dit, vous avez raison, c'est la meilleure des choses à faire. Évidemment, il n'y a pas de question à se poser. Pour Camille, ça a été plus subtil que ça, parce qu'on ne lui a pas dit « on voudrait faire don d'organes ». Elle a d'abord vu sa sœur en réanimation quand elle était en état de mort encéphalique, et elle nous a dit « mais à quoi ça sert que son cœur continue à battre ?» Et donc je lui ai dit « à ton avis, à quoi ça peut servir ?»
Et elle m'a répondu, est-ce que tu crois, maman, qu'un cœur, ça se donne? Et je lui ai dit, justement, tu fais bien de te poser cette question. On est précisément en train de chercher quelqu'un qui est très malade et qui aurait besoin du cœur de ta sœur pour continuer à vivre. Et elle m'a dit, c'est super. Et donc, on est parti là-dessus, en fait. On n'a pas ajouté davantage, on n'a pas répondu aux questions qu'elle ne posait pas. On n'a pas été plus loin à ce moment-là dans la conversation. C'est quelque temps après l'enterrement de sa sœur qu'elle s'est posé des tas de questions sur le don d'organes. Et à ce moment-là, il nous avait été dit à l'hôpital précédemment, il nous avait dit surtout ne répondez pas aux questions qui vous embarrassent. Laissez-les nous, ces questions-là. Appelez-nous quand elle se posera plein de questions. Appelez-nous. N'allez pas apporter une réponse qui pourrait la mettre en difficulté vis-à-vis de vous. Et donc, j'ai appelé la coordination des dons d'organes en disant, voilà, Camille se pose des tas de questions. Et on m'a dit, pas de problème, on va recevoir Camille. Et il a répondu à toutes ces questions. Et donc, elle a été consciente du fait que il y aurait toujours des réponses à ces questions et qu'il n'y aurait pas de tabou. Et je pense que ça l'a aidée à grandir en sécurité, en tout cas, avec la conviction qu'elle pouvait nous faire confiance. Tu as parlé de l'anonymat tout à l'heure, des receveurs Ouais. et du donneur, dans les deux sens. Est-ce que tu n'as jamais essayé de retrouver ceux qui ont eu les organes par n'importe quel moyen? Surtout pas. D'abord, je pense que quand on est receveur d'un organe, c'est très difficile de se dire que notre vie est suspendue à la mort de quelqu'un. Évidemment, les gens qui ont reçu les organes d'Alice n'ont pas souhaité la mort d'Alice, ils n'y sont pour rien, ils n'ont rien à se reprocher et ils ne nous doivent rien, surtout. Et je pense que cet anonymat nous protège, eux et nous, eux, de se sentir redevables de quelqu'un et d'avoir envie de ressembler à la personne qui a donné les organes, et nous, de tout jugement vis-à-vis de ces personnes-là. Moi, j'ai toujours peur, je me dis, mais en fait, si je savais qui ils sont, j'aurais peur de me dire, mais est-ce qu'ils sont bien légitimes? Est-ce qu'ils méritent bien? Est-ce qu'on est sûr qu'ils méritent le cadeau qu'on leur a fait? Honnêtement, ils ne nous doivent rien. Ils n'ont pas demandé à ce que Alice soit victime de cet accident. Ils n'y sont pour rien. Eux, à partir du moment où ils reçoivent un organe, leur seule préoccupation, c'est de reprendre leur vie là où elle s'était arrêtée à cause de la maladie. Et puis, justement, que cet organe leur offre un nouveau souffle, un nouvel essor, de nouveaux projets, leur permettent de mener à bien tous leurs projets. Et ils n'ont pas besoin pour ça de se charger d'un deuil qui n'est pas le leur. Si on parle du don d'organes en général, comment on fait pour donner ou ne pas donner ces organes? Alors, si on ne veut pas donner ces organes, et ce qui est tout à fait acceptable, il faut s'inscrire sur le registre national des refus. Il suffit de taper dans une barre de recherche de n'importe quel moteur de recherche, registre national des refus du don d'organes, et on tombe sur un formulaire à remplir et on s'inscrit. Et ce registre-là, il est consulté systématiquement en cas de décès qui peut donner lieu au don d'organes, y compris pour les enfants, puisqu'on peut s'inscrire sur le registre à partir de 13 ans. Donc ça, c'est la première chose. Et si on n'est pas d'accord, on s'inscrit. Et si on est d'accord, alors il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir à ses proches. D'une manière ou d'une autre, il faut rédiger des directives anticipées, ou il faut juste dire à ses proches, si un jour je suis victime d'un accident, d'un trauma crânien ou d'un AVC, et que je me retrouve en mort encéphalique et que du coup je peux être potentiellement donneur d'organes, pour moi c'est OK. Parce que la question, si la personne n'est pas inscrite sur le registre national des refus, la question va être posée aux proches. Les médecins vont demander aux proches, est-ce que vous savez si votre proche était favorable au don d'organes? Si la famille ne sait pas, il y a de fortes chances pour que finalement elle dise non au don d'organes par peur de prendre la mauvaise décision. Si la famille, elle sait, elle ne va faire que donner la réponse de la personne qui est en état de mort encéphalique. Et finalement, ce n'est pas elle qui porte la décision, elle ne fait que respecter le choix. De la même manière qu'en général, on respecte les choix de nos proches pour leurs obsèques, on respecte le choix qui a été fait. C'est-à-dire que si la personne était pour le don d'organes, on va dire oui, je sais, elle me l'avait dit et elle l'avait écrit et elle était pour. L'idée, c'est que le don d'organes ne doit pas venir alourdir une situation qui est déjà extrêmement difficile. Parce que quand la question du don d'organes se pose, c'est qu'en général, la personne a été victime d'un accident ou d'un AVC. Et donc, la famille est déjà dans une situation hyper oppressante, d'un choc. Moi, j'ai dit au revoir à mon enfant ce matin-là, je lui ai souhaité une bonne journée, sans savoir que 12 heures plus tard, finalement, son pronostic vital serait engagé. Donc, on se retrouve dans une situation qui est extrêmement choquante, qui est brutale. Et c'est pas le moment où on est le mieux armé pour réfléchir au don d'organes. Il s'avère que nous, on l'a été, c'est assez étonnant, mais on l'a été. C'est pas le cas de tout le monde.
Et c'est pour ça que moi, j'invite les gens à juste y réfléchir, à se poser les questions pour eux, à se poser les questions des freins, en fait. Qu'est-ce qui les freine dans le don d'organes? Et puis si vraiment, en dernier recours, après cette réflexion, c'est toujours pas possible, c'est pas un problème. Inscrivez-vous à ce moment-là sur le registre national du refus, parce que ce sera consulté et la décision est respectée. Et si c'est OK pour vous, alors faites-le savoir, parce que la question sera de toute façon posée à vos proches. Et même si la loi fait de chacun de nous un donneur par défaut, en tout cas, la question, elle va être posée aux proches et aucune équipe médicale n'ira prélever des organes si la famille n'a pas signé un accord de prélèvement. Donc il faut le dire, il faut le faire savoir si on est d'accord. C'est à partir de 13 ans, est-ce qu'il y a un âge maximal pour être donneur d'organes? Non, il n'y a pas de limite d'âge en fait pour être donneur d'organes, d'autant que passé la majorité, on peut être donneur d'organes et donneur de tissus. Et donc même si on est très très vieux ou très très malade, si on ne peut pas prélever les organes, on pourra peut-être prélever des tissus. Les cornets, des tendons, des ligaments, des veines, de la peau. Et il n'y a pas de limite d'âge. Donc même quand on est très très âgé, en fait, on peut être un donneur très très jeune et très très vieux, de la même manière qu'on peut être receveur d'organes aussi à tout âge, parce que même quand on est en bonne santé, on n'est pas à l'abri un jour de tomber très malade et d'avoir besoin d'un organe pour nous sauver la vie. Est-ce qu'on peut avoir une religion et faire le don d'organes? Absolument. Les 3 religions monothéistes sont favorables au don d'organes dès lors qu'ils respectent la gratuité et l'anonymat et le consentement présumé, qui sont les 3 valeurs en fait qui encadrent le don d'organes. Il y a seulement 19% des Français qui savent que le prélèvement d'organes ne peut pas donner lieu à la recherche scientifique. Ce qui veut dire que tout le reste pense que quand on donne ces organes, globalement, les organes peuvent servir à la recherche. Ce qui est faux. Le don d'organes n'est pas le don du corps à la science. Ne sont prélevés que les organes qui peuvent être transplantés. Dans le cas d'Alice, 6 organes ont été prélevés, mais en réalité, il y en a 7 qui sont prélevables. Les 2 poumons, le cœur, le pancréas, le foie, les reins et l'intestin grêle. Seul l'intestin grêle d'Alice n'a pas été prélevé parce qu'il n'y avait pas de receveur pour le recevoir, en fait. On ne prélève que ce qui va être transplanté. Est-ce que le choix que tu as fait ce jour-là a sauvé 6 vies? Le choix qu'on a fait a sauvé 6 vies. Mais il n'a pas sauvé que 6 vies, il a sauvé 6 familles. Parce qu'une personne qui est malade au point d'attendre un organe, c'est quelqu'un qui est quand même condamné à plus ou moins court terme à une mort certaine du fait de sa maladie. Et c'est toute une famille, finalement, qui vit dans l'attente d'un organe pour sauver cette personne. Donc évidemment, quand la personne finalement est transplantée, elle va mieux, elle reprend, même si évidemment elle doit suivre des traitements et une hygiène de vie, etc. Cette personne-là va mieux, elle reprend sa vie, elle reprend ses projets, elle se met à faire du sport, elle retrouve un boulot, etc. Et c'est toute sa famille qui va mieux. Moi, j'ai souvent une pensée pour les mamans des personnes qui ont reçu les organes d'Alice, en fait. Je ne connais pas l'âge de ces personnes-là, mais on est tous l'enfant de quelqu'un, quel que soit notre âge. Et je me dis, il y a 6 personnes qui ont reçu les organes d'Alice, et il y a 6 mamans qui connaissent pas le chagrin que moi je connais, et ça n'a pas de prix. Comment tu as réussi à vivre après ce drame? D'abord, on a d'autres enfants, donc, et puis en l'occurrence, on a quand même une petite... à ce moment-là, on a une petite fille de 10 ans qui, elle, est pleine de vie et pour laquelle la vie s'est pas arrêtée, et puis la vie, pour nous, ne s'est pas arrêtée non plus. J'ai d'abord trouvé du sens dans le fait d'écrire des livres. Donc j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Le don d'Alice, dans lequel je raconte ce parcours et je démystifie un peu le don d'organes. J'apporte pas mal de réponses, sans tabou en tout cas, parce que je pense que c'est un sujet qui ne doit pas être tabou. Quelques mois après la parution de ce livre, une jeune femme, Julie Martinez, m'a contactée en me disant « Mais vous savez, mon histoire à moi, c'est la suite de votre histoire à vous, parce que moi je suis greffée des poumons. » Julie, elle était née avec la mucoviscidose dans les années 80. À l'époque, on lui donnait 7 ans d'espérance de vie. Finalement, Julie a réussi à tenir jusqu'à 31 ans avant d'être greffée des 2 poumons. Et j'ai une pensée vraiment pour Julie aujourd'hui et pour sa famille, parce qu'ensemble, avec Julie, nous avons écrit Mon second souffle, paru également chez City Éditions, qui est l'histoire de cette greffe et de cette vie avec la mucoviscidose. Et j'ai une pensée émue pour Julie et pour sa famille, parce que Julie a pu vivre 12 ans avec cette greffe. Voilà, elle nous a quittés en janvier cette année, après avoir eu une très jolie vie pendant 12 ans avec des poumons qui lui avaient été offerts.
Donc le don d'organes sauve des vies, évidemment. On met les liens des 2 livres en description. Tu en as parlé tout le long de l'entretien. Tu disais que la mort d'Alice, c'est une mort stupide. Est-ce que l'accident était évitable? J'en ai aucune idée, en fait, parce que... évidemment, tout accident est toujours évitable. C'est-à-dire qu'il y a toujours un arbre des causes qui est fait après les accidents, et donc on se dit, ah bah oui, si j'avais fait ci, si elle avait fait ça, si elle avait porté son casque et machin et truc. Le fait est qu'en fait, elle ramenait un cheval de l'écurie à l'écurie, qu'elle portait pas son casque parce qu'elle n'était pas censée être à cheval à ce moment-là, que dans les écuries, personne ne porte de casque quand on est à côté des chevaux avant de monter dessus, globalement. Je suppose que oui, l'accident aurait été évitable. Tous les accidents le sont évitables. Bon, ce jour-là, c'est passé trop près, quoi. Après, honnêtement, ça me soulage pas de me dire que l'accident aurait pu être évité. Évidemment qu'il aurait pu l'être. Comme tout accident de voiture, tu vois, on se dit toujours, si j'avais roulé moins vite, si j'avais freiné plus tôt, si j'avais regardé devant moi au lieu de regarder la personne qui était à côté de moi. Enfin, bref. Avec des sites, tu refais le monde. J'imagine que oui, ça aurait pu être évité, ça ne l'a pas été. Quel souvenir tu gardes d'Alice? J'en garde plein. Je garde 16 ans de vie avec elle. Alice est une jeune fille, je garde le souvenir d'une jeune fille joyeuse, pétillante, énergique, avec un caractère bien affirmé et qui riait beaucoup. Elle riait beaucoup, elle riait aux éclats beaucoup. Est-ce que tu as un lien particulier avec les gens greffés? Je ne peux pas savoir qui sont les personnes qui ont reçu les organes d'Alice, mais en revanche, je suis régulièrement en contact avec des personnes qui ont été greffées. Et j'avoue qu'à travers elles, je vois toute la légitimité du geste qu'on a fait. Je rencontre des gens, d'abord ces gens qui ont été greffés ont un éternel merci à donner sans savoir à qui le donner. Et moi, je trouve ça très touchant. Alors voilà, je le reçois, c'est un merci universel. Et à travers ces personnes-là, je vois toujours un peu, j'imagine toujours que parmi elles se trouve peut-être un des receveurs des organes d'Alice. Et moi, je les rencontre dans des tas de circonstances. À la fois, j'ai participé, par exemple, j'ai été invitée par les organisateurs de la course du cœur. Donc, j'ai rencontré à cette occasion des tas de personnes qui avaient été greffées, quel que soit l'organe, qui s'apprêtent à courir pendant plusieurs jours d'affilée pour rejoindre les Alpes. Je participe à des tas de manifestations sportives comme ça, où des personnes greffées se lancent des défis sportifs. Elles ont une revanche à prendre sur la vie, ces personnes-là. Et elles ont une force de vie incroyable. Et à chaque fois que je les rencontre, je me dis, le parcours d'Alice, il n'était pas vain, elle n'est pas morte pour rien. Elle a donné 6 de ses organes parmi tous ces gens qui reprennent goût à la vie et puis qui se lancent dans des exploits sportifs. Il y a peut-être un d'eux, il y a peut-être une de ces personnes. Et bravo, quoi. Je me dis, chouette, on a fait le bon choix. C'était la meilleure des choses à faire. Parce que pour Alice, tout ce qui devait être fait l'a été. Et pour eux, tout ce qui pouvait être fait l'a été aussi. Et ça a marché. Donc ça vaut vraiment le coup, quoi. Est-ce que vous êtes prévenu si l'un des receveurs des organes d'Alice décède? Non. Prendre des nouvelles, c'est une démarche proactive de la part de la famille du donneur. Au départ, en fait, je prenais des nouvelles très souvent. J'avais besoin de me rassurer sur le choix qu'on avait fait. J'avais besoin de m'assurer que ces personnes-là avaient survécu. J'avais besoin de me rassurer sur le fait qu'il n'y allait pas avoir des morts en plus, en fait. Voilà, que l'accident, c'était déjà suffisant et que bon... Donc au début, je prenais des nouvelles très souvent. Et puis avec le temps, aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'Alice est décédée. Avec le temps, finalement, j'ai eu de moins en moins besoin de prendre des nouvelles. Je crois que j'ai arrêté d'en prendre la 5e année. Peut-être qu'un jour, j'éprouverai à nouveau ce besoin, mais je crois qu'aussi avec le temps, on avance, on fait d'autres projets, on se projette dans d'autres choses dans la vie. Et puis, on s'éloigne un petit peu aussi de ce tragique accident. Donc forcément, on prend de la distance. Mais non, on n'est pas prévenu. C'est à nous de faire la démarche et de demander. Mais en revanche, à chaque fois que j'ai demandé des nouvelles, j'en ai obtenu. Et donc, à chaque fois, les personnes étaient vivantes. Pour finir aussi, est-ce que tu as peur d'oublier Alice? Au début, j'ai eu très très peur de l'oublier. Et c'est comme ça que je me suis mise à écrire, en fait. Parce qu'au début, je me refaisais l'histoire tous les matins en me levant. Et tant que je m'étais parfaite toute l'histoire, je pouvais pas démarrer ma journée. Alors, il y avait des matins où j'étais super en forme et ça allait. Et puis, il y avait des matins où c'était un peu plus compliqué au démarrage et ça me prenait des heures. Et donc, j'ai commencé à écrire parce que j'ai eu peur de l'oublier.
Et puis après, je me suis dit, le fait d'écrire va permettre aussi aux enfants plus tard de retrouver l'histoire, et notamment à Camille, qui était quand même très jeune à ce moment-là. Je me disais, si un jour elle, adulte, elle a besoin de retrouver l'histoire, ou si elle n'a pas envie de la raconter, mais que ses proches, sa famille, son futur mari, sa future femme, j'en sais rien, lui demandent comment ça s'est passé, elle n'aura peut-être pas besoin de le raconter. En fait, le bouquin existera. Aujourd'hui, j'ai plus peur d'oublier, d'abord parce que du coup, l'histoire, elle est écrite, elle est là, et je peux en disposer. Et puis parce que je suis un peu plus sereine aussi avec ma mémoire, avec le fait que finalement, l'essentiel, on ne l'oublie pas. L'essentiel, c'est l'amour avec lequel on avait accueilli cet enfant dans notre foyer, l'amour qu'on lui porte toujours. Finalement, on l'aime toujours autant, même si elle n'est plus là. Le lien qu'on crée avec l'enfant qu'on n'a plus est différent, mais il existe. Je resterai sa maman jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, c'est très rassurant. Et pour finir, est-ce qu'il faut donner ses organes ? Oui, moi je pense qu'il faut donner ses organes d'abord parce que il y a énormément de personnes en attente d'organes aujourd'hui. Sur la liste, il y a plus de 22 000 personnes inscrites sur la liste des receveurs d'organes. 50% de ces personnes-là sont en urgence absolue. Il faut savoir qu'en France, on enregistre à peu près 646 000 décès par an, toutes causes confondues, à tous les âges, au total. En 2024, 646 000 décès. Il y a eu 3200 décès à peu près de morts encéphaliques, en mort encéphalique. Donc des décès qui peuvent donner lieu au don d'organes. Sur ces 3200 personnes, moins de 50% ont pu être prélevées. Et ça a donné lieu à 6 000 greffes. 22 000 personnes sur la liste d'attente, 11 000 en urgence absolue, 6 000 greffes réalisées, et 800 personnes, un peu plus de 800 personnes en 2024, qui étaient en attente de greffe et qui sont décédés faute de greffe. Donc évidemment, plus on fait baisser le taux de refus qui s'établit aujourd'hui à 36% en France, mieux c'est, parce que plus on a de chances de sauver des vies. Le don d'organes sauve des vies, le don d'organes n'ajoute pas au chagrin. Voilà, c'est à ça qu'il faut réfléchir en fait. Ce qui est grave finalement, quand on est confronté à la question du don d'organes, c'est la mort du proche. C'est pas le don d'organes. Donner les organes, c'est dire oui, et c'est signer un accord de prélèvement, et ça prend pas longtemps. Merci beaucoup, Florence. Je vous en prie. Merci à vous.